Comment est-il possible que l'un des culturistes les plus intelligents, disciplinés et prometteurs de tous les temps soit mort seul, ruiné et oublié? Que s'est-il réellement passé entre Mike Mentzer et Arnold Schwarzenegger lors du sombre et controversé Mr. Olympia de 1900 et Wattanta? Voici l'histoire d'une trahison, d'un scandale étouffé et de la chute tragique d'un homme qui osa défier le système du culturisme. Et en paya le prix fort. Avant que le monde ne l'oublie, Mike Mentzer était une légende en devenir, non seulement pour son physique impressionnant ou ses titres en culturisme, mais aussi pour sa façon de penser. Alors que tout le monde suivait aveuglément les routines habituelles, Mike fit ce que peu osaient refaire, remettre en question les règles du jeu. À une époque où sueur et sacrifice étaient synonymes de succès, il proposa une idée presque hérétique. Et si moins était plus. Sa méthode Heavy Duty révolutionna l'entraînement et divisa totalement la communauté. Pour certains, c'était un génie en avance sur son temps. Pour d'autres, une menace à l'ordre établi. Mais ce qui changea réellement le destin de Mike, ce ne furent pas les haltères, mais le système même du culturisme professionnel. En 1980, il avait tout pour devenir Mr. Olympia, jusqu'à ce qu'Arnold Schwarzenegger, contre toute attente, fasse son retour en compétition. Ce qui se passa ce jour-là ne ruina pas seulement sa carrière. Cela l'emmena sur un chemin sombre dont il ne reviendrait jamais. Et le pire, c'est que presque personne ne te raconte cette partie de l'histoire. Tout commença à Philadelphie, en 1951. Un jeune Mike Mentzer, mince, observateur, différent, devint obsédé par une seule idée, la perfection physique. Contrairement aux autres adolescents qui rêvaient simplement de gros muscles, Mike voulait comprendre comment le corps fonctionnait et pourquoi. Il passait des heures à s'entraîner, oui, mais aussi à lire, à analyser, à remettre en cause. Tandis que la plupart s'entraînèrent par imitation, Mike le faisait avec logique. C'est ainsi qu'il développa son propre système, le désormais mythique Heavy Duty. Son idée, s'entraîner moins, mais avec une intensité extrême. Pas question de passer 3 heures à la salle, ni de faire des centaines de répétitions. Juste quelques séries poussées à l'échec musculaire absolu. Pour beaucoup, c'était de la folie. Pour Mike, c'était de la science appliquée aux muscles. Et il ne tarda pas à le prouver. En 1976, il remporta le titre de Mister America. En 1978, il entra dans l'histoire avec le premier score parfait au Mister Univers. Tout semblait indiquer une seule destination, devenir le prochain Mister Olympia. Mais ce que Mike ignorait, c'est que sa méthode révolutionnaire ne défiait pas seulement l'entraînement traditionnel, elle dérangeait aussi les plus grands pouvoirs du culturisme. Dans ce monde, Mike Mentzer et Arnold Schwarzenegger n'étaient pas seulement deux athlètes d'élite. Ils incarnaient deux esprits opposés, deux visions radicalement différentes du corps et de la vie. Arnold représentait la méthode classique, des sessions interminables en salle, un volume extrême, de la sueur, des répétitions jusqu'à l'épuisement. Le no pain, no gain incarné. Il s'entraînait jusqu'à 4 heures par jour. Pour lui, constance et punition physique forgeaient à la fois le muscle et le caractère. Mike, lui, pensait autrement. À quoi bon s'entraîner pendant des heures si on peut atteindre le même résultat en quelques minutes bien exécutées? Pour lui, s'entraîner n'était pas souffrir, c'était stimuler intelligemment. Cette différence n'était pas seulement technique, elle devint personnelle. Tandis que Mike gagnait des adeptes avec sa philosophie Heavy Duty, Arnold le regardait avec méfiance. Il voyait cet homme, sans le même parcours ni le même style, gagner en popularité. L'ego, la tension, la menace étaient réunis. Mike ne cachait pas ses critiques envers le système, ni envers les pratiques de l'IFBB. Arnold non plus ne cachait pas son mépris pour ce qu'il considérait comme une hérésie de l'entraînement. Deux géants, deux idéologies, en route vers une collision. Et tout allait exploser lors d'un événement qui changerait l'histoire à jamais, le Mister Olympia de 1980. En 1975, Arnold Schwarzenegger s'était retiré du culturisme au sommet de sa gloire. Il était devenu une figure mondiale. Cinéma, célébrité, fortune. Son avenir n'était plus sur scène, mais à l'écran. Et pourtant, 5 ans plus tard, alors que personne ne s'y attendait, il revint. 19-20, Sydney, Australie. Alors qu'il tournait Conan le Barbare, Arnold apparaissait soudainement sur la liste des compétiteurs du Mister Olympia.
Pourquoi? Qu'est-ce qui le poussait à revenir avec si peu de préparation? Officiellement, il disait « c'est un défi personnel ». Mais dans les coulisses, les rumeurs se mirent vite à circuler. Arnold était venu reprendre le trône, avec ou sans être en forme. Il était venu parce qu'il savait que la compétition était déjà décidée. Certains concurrents commencèrent à avoir des soupçons, d'autres se sentirent trahis. Mike Mentzer, en particulier, voyait ce retour comme une provocation directe. L'icône du culturisme traditionnel revenait juste au moment où la philosophie heavy duty gagnait du terrain. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un avertissement. La scène était prête, les tensions à leur comble. Ce qui allait se passer entrerait dans l'histoire. 4 octobre 1980. L'ambiance à Sydney était irrespirable. Non à cause de la chaleur, mais à cause de la tension électrique dans l'air. Lors de la réunion précédant l'événement, la bombe explosa. Arnold et Mike eurent un affrontement verbal explosif. Mike défendait ses camarades contre les propos arrogants d'Arnold jusqu'à ce que le ton monte. Dès cet instant, une chose était claire, ce concours ne serait pas normal. Sur scène, les concurrents étaient au plus haut niveau. Franksin, Boyer, Coe, Samir Beau et Mentzer arboraient un physique dense, symétrique et défini. Mais alors, Arnold est monté sur scène. Son physique impressionnait, oui, mais il n'était pas à son meilleur niveau. Des jambes peu définies, un torse imposant, mais avec des lacunes évidentes. Malgré cela, le public l'a ovationné. Les juges le regardaient comme s'ils savaient déjà ce qu'ils devaient faire. Arnold a réalisé ses poses de manière stratégique, dissimulant ses faiblesses. Pendant ce temps, Mike a exécuté une routine impeccable, sans favoritisme, sans spectacle, juste de la pure qualité. Mais lorsque les résultats ont été annoncés, tout a explosé. Arnold a été proclamé champion. Mike a terminé à la 5e place. L'auditorium a éclaté en huées. Les visages des autres concurrents reflétèrent l'incrédulité. Mike a affirmé qu'Arnold était sous l'influence de cocaïne. Ce soir-là, il a souligné son comportement nerveux, ses veines gonflées, son regard agité, et a lancé l'une des accusations les plus graves jamais formulées dans le culturisme professionnel. Personne dans le public, ni les concurrents ni les fans, ne comprenait comment Arnold avait pu gagner. Seuls les juges et ses amis les plus proches célébraient la victoire. Ce soir-là, le culturisme a perdu plus que de la crédibilité. Il a perdu l'un de ses plus grands révolutionnaires. Après le scandale du Mister Olympia 1980, Mike Mentzer n'a plus jamais concouru. Aux yeux du public, il avait été trahi. À ses propres yeux, il avait été réduit au silence par un système corrompu qui ne récompensait pas l'excellence, mais la commodité. La défaite n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, elle était morale. Mike croyait au mérite, à la justice sportive, mais ce qu'il a vu ce jour-là l'a brisé. Ses paroles ultérieures ont été claires et sans filtre. Peu importe à quel point tu es parfait, si tu ne fais pas partie du jeu, on ne te laissera pas gagner. À partir de ce moment, Mentzer est devenu une figure gênante pour l'IFBB. Il a dénoncé publiquement le favoritisme, les décisions arbitraires et ce qu'il appelait la mafia du culturisme professionnel. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Il a été discrètement mis sur liste noire. Les promoteurs ont cessé de l'appeler. Les marques ont cessé de le solliciter. Même beaucoup de ses anciens collègues ont commencé à prendre leur distance. Mike n'avait pas seulement perdu un trophée, il avait perdu sa place dans l'industrie. Ce qui a suivi fut le début d'une spirale descendante dont il ne parviendrait jamais totalement à sortir. Éloigné des scènes, des applaudissements et de la reconnaissance, Mike Mentzer a commencé à disparaître lentement. Ce qui autrefois était une vie entourée de fans et de flash est devenu une existence solitaire, presque invisible. Mais la blessure la plus douloureuse ne fut pas professionnelle. Ce fut la mort de son père. Son pilier, sa plus grande inspiration, est parti au moment où Mike en avait le plus besoin. Cette perte, ajoutée à la désillusion d'une industrie qu'il avait jadis aimée, l'a plongé dans une profonde dépression. Au milieu de la douleur, il a cherché du réconfort là où beaucoup le font, dans les amphétamines. Ces stimulants l'aidaient à continuer à fonctionner, à rester actif, mais ils détruisaient aussi son esprit, son corps et son âme. Il continuait à donner des séminaires sur le heavy duty, mais son attitude avait changé. Il était amer, rancunier. Ce qui avait été un esprit brillant montrait désormais des signes de paranoïa,
de colère accumulée et d'une méfiance totale envers l'industrie. Et ce n'était pas une paranoïa sans fondement. L'IFBB l'avait réellement mis sur une liste noire officieuse. Les événements ne l'invitèrent plus, les sponsors l'ignoraient. Des années plus tard, il serait contraint de travailler comme agent de sécurité et de proposer des entraînements personnels à petite échelle, juste pour survivre. Pour beaucoup, c'était douloureux de le voir ainsi. L'homme qui avait défié Arnold, celui qui avait révolutionné l'entraînement, vivait désormais dans l'anonymat, avec une estime de soi brisée et un monde du culturisme qui lui tournait le dos. Ses amis les plus proches le décrivaient comme un homme émotionnellement brisé, avec des sautes d'humeur extrêmes et un regard perdu. Ce n'était plus le Mike Mentzer que tous admiraient, c'était une ombre de lui-même. À la fin des années 1990, Mike Mentzer vivait pratiquement isolé du monde du culturisme, sans reconnaissance, sans revenus stables et avec une santé mentale et physique de plus en plus dégradée. Une seule personne est restée à ses côtés, son frère Ray, lui aussi culturiste, lui aussi oublié. Ray souffrait d'insuffisance rénale et était sur la liste d'attente pour une greffe. Mike, comme on pouvait s'y attendre, s'est proposé comme donneur. Mais une nouvelle est venue tout bouleverser. Les médecins ont découvert que Mike avait de graves problèmes cardiaques. Il n'était plus apte à donner, et on n'était même pas sûr qu'il puisse vivre encore longtemps. Malgré tout, il ne s'est pas arrêté. Il a emménagé avec Ray pour s'occuper de lui. Ensemble, ils ont commencé à travailler sur un DVD d'entraînement, une dernière tentative pour partager sa philosophie et laisser une trace avant de partir. Le 10 juin 2001, après une journée de travail, Ray a demandé à Mike de se reposer. Il savait que son cœur était à bout, mais Mike, comme toujours, a refusé de s'arrêter. Il a continué à travailler tard, puis a décidé d'aller se coucher. Mais cette nuit-là, Mike Mentzer ne s'est jamais réveillé. Une crise cardiaque a mis fin à sa vie à l'âge de 49 ans. La nouvelle a bouleversé les rares personnes qui le suivaient encore, mais le véritable choc est arrivé 2 jours plus tard. Son frère Ray, complètement anéanti par la perte, est lui aussi décédé. 2 frères, 2 légendes, 2 vies brisées par cette même industrie qui les avait autrefois applaudis, puis oubliés. La tragédie fut si intense, si symbolique, que beaucoup la voient encore aujourd'hui comme un avertissement, un message silencieux que le monde du culturisme a refusé d'entendre. L'histoire de Mike Mentzer n'est pas seulement celle de la chute d'un culturiste. C'est l'histoire d'un homme qui a osé penser autrement, qui a défié le système, défendu ses principes et qui a été puni pour cela. Son héritage vit en chaque personne qui s'entraîne avec intelligence, sans ego, en chaque athlète qui ose remettre en question ce qui est établi. Mais cela nous laisse aussi une vérité inconfortable. Parfois, le talent ne suffit pas. Car dans le sport, comme dans la vie, le pouvoir, la politique et le favoritisme peuvent tout décider. Si cette histoire vous a bouleversé, vous devez regarder cette autre vidéo sur la fin tragique de Dallas McCarver. Une histoire tout aussi puissante qui vous laissera sans voix. Cliquez maintenant et découvrez-la.